Une nuit fatidique, le chef des anciens assiste à des commentaires et prophétise que l'âge redouté de Mapo Sheldon Siu. Cependant, ce qui suit est l'âge d'or de la culture. Dans la région de Sok, dans les 9 États, un enfant doté d'un esprit rare naît, nommé Oraku. 12 ans plus tard, le Rakan impur organise un examen pour recruter des disciples. À leur arrivée, les candidats tentent d'obtenir la chambre VIP pour leur séjour au village. Or, seul le détenteur d'un billet spécial peut y accéder. Oraku émerge avec le billet et est autorisé à entrer par le rayon équipé. Plus tard dans la nuit, il est rejoint par Kai, un garçon aux yeux bridés, qui vient le servir en échange de savoir comment il a obtenu le ticket. Le lendemain, Oraku croise Ray, qui vend des radis pour gagner un pari contre le chef, et lui propose de récupérer tous les radis vendus en échange de repas à réaliser. Intelligemment, il habille Kai et son serviteur Ashu en mascotte et les vend tous comme des radis magiques. Comme décidé, Ray lui fournit des repas, ainsi qu'une pochette contenant une clé et une pièce de monnaie. Le lendemain, les concurrents arrivent au Pont d'Or, première phase de l'épreuve. Une épreuve qui déplaît fortement aux anciens, puisqu'elle est réalisée par Abu, l'un des anciens réputés pour être effronté et odieux. Alors que les concurrents poursuivent leur chemin sur le pont, Ashu a des ennuis avec un garçon costaud, mais il est sauvé par Oraku qui intervient. À son insu, Ashu laisse tomber son sac d'argent alors qu'ils poursuivent leur route. Bientôt, le groupe tombe sur une fontaine étrange. Alors que tout le monde reste perplexe, Oraku explique qu'il s'agit d'un convertisseur des 5 éléments. En y mettant de l'or, on obtient de l'eau, ce qui peut être utile pour l'épreuve à venir. Les candidats s'affairent à extraire l'or du pont. Cependant, Oraku récupère sans problème la grande quantité d'eau en plaçant les boîtes avant plaquées or dans lesquelles Ray a fourni les repas. Frustré, le grand garçon tente de s'emparer de la fontaine, mais il la laisse tomber, ce qui provoque la dissolution du pont. Kai, Oraku et Ashu parviennent à traverser le pont sans encombre. D'en haut, Abu observe Oraku, impressionné par ses capacités. Les participants arrivent à la deuxième phase de l'épreuve. Le village de Togun, où Oraku reçoit un repas copieux en échange de l'eau qu'il a apportée. Brûlant de jalousie, 3 garçons, descendants d'une famille chaude, chorale avec Oraku. Cependant, Oraku a été informé de la règle de l'interdiction de la violence dans le village et crie fort. Une fille ninja apparaît soudain et ramène les garçons à la raison. Le soir, Oraku décide comment passer la deuxième phase et charge Kai et Ashu d'explorer le village le lendemain. Au cours de ces explorations, Ashu rencontre l'un des candidats, Shushan, et sa loyauté est mise à mal lorsqu'il donne des informations. Pendant ce temps, Oraku et Kai rencontrent Buno, intimidé par les 3 garçons. Une fois de plus, il fait appel aux ninjas, mais Buno demande à se joindre à eux, ce qu'Aku refuse. Dans son esprit, il a l'intention de l'utiliser comme source pour sortir. Oraku se rend compte qu'il existe un système de troc dans le village. De plus, le village n'est pas au courant du test, et le seul moyen de sortir du village de Togun, bloqué par les montagnes, est de gagner le cœur des villageois. Comme prévu, Buno se heurte au maire du village, à sa maîtresse, Tante Ryu, et à sa femme, Classing. Saisissant l'occasion, Oraku permet à Kai de résoudre le conflit. Kai parvient à résoudre le conflit en parlant au maire et en ravivant l'amour entre lui et sa femme. Il prend alors la direction du village et devient le premier candidat à passer la deuxième phase. En voyant Kai, les autres candidats savent ce qu'ils doivent faire et commencent à aider les villageois à trouver la sortie. Cependant, avant de partir, Kai avertit Oraku de la loyauté de son serviteur, Asho. Il lui remet le sac d'argent qu'il a reçu de Buno, qu'il avait ramassé lorsqu'Asho l'avait laissé tomber sur le pont. Ce soir-là, Asho rend visite à Oraku pour l'informer qu'il a trouvé la sortie. Sournoisement, il se montre triste d'avoir quitté son maître. Oraku lui jette le sac d'argent, lui permettant d'aller explorer sa culture. En un clin d'œil, Asho s'empare du sac et disparaît. Laissé seul, trahi mais confiant, Oraku a des plans pour passer la phase suivante. Le lendemain, Oraku commence avec une nouvelle détermination. Il commence par aider une femme ordinaire, Anko, à livrer son fils, professeur à l'école. À l'école, il aide le fils à finir son poème et, lors d'un échange, lui demande une serviette qu'il utilise souvent. À d'autres, il apporte la serviette puante à Ochan, une femme amoureuse du fils d'Anko qui reçoit de la viande à la vapeur. De cette façon, il continue à échanger des biens et gagne l'acceptation des 120 villageois. Cependant, les 20 premiers ne sont pas tous des villageois. Intelligemment, il commence à énerver les 3 garçons, les incitant à la violence pour convoquer la fille ninja, la 121e villageoise. Il lui demande comment il peut gagner ses faveurs. Mais elle s'en va sans donner de réponse précise. La deuxième fois, il la convoque en mettant à nouveau les garçons en difficulté. Frustré, le ninja demande finalement de l'argent, celui qui utilise le râteau en montagne. Oraku lui donne la pièce qu'il a reçue de Ray dans la pochette mais se ravise. Il tente alors de convaincre le maire du village de commencer à utiliser de l'argent dans le village, mais il essuie un refus. La prochaine fois qu'Oraku tente d'invoquer Ray, elle apparaît elle-même. Il lui donne la clé au lieu de la pièce. Il lui explique que la pièce était probablement quelque chose que le maître du jeu voulait lui prendre.
Cependant, la clé n'a aucune valeur pour lui et il l'échange contre de l'argent qu'il lui rend ou qu'il lui donne à la fin de la deuxième phase. Dans la troisième et dernière phase de l'épreuve, la vallée du blizzard des neiges, Kai, Osho et les autres participants luttent et décident de faire équipe pour vaincre le redoutable monstre éléphant de niveau 2. Cependant, la conception de l'épreuve fait que le monstre devient plus fort lorsqu'il est confronté à plusieurs concurrents réunis. Déconcertés par la conception ridicule du test d'Abu, les anciens sont encore plus choqués lorsqu'Oraku, qui est censé avoir un mois de retard, se présente avec des objets tels que les chaussures de marche dans les nuages et l'épée de givre mystique. La mauvaise supervision d'Abu avait laissé le coffre à récompense calculer les points tout seul. Oraku obtient ainsi des objets sacrés essentiels en échange des points qu'il a gagnés au village. Abu se demande comment il est capable d'utiliser des objets d'un tel calibre sans entraînement. Alors que les concurrents restent perplexes, Oraku, dans sa luxuriante chevelure violette et ses robes blanches, descend vers Oraku et panique devant la perte des objets sacrés. Elle hurle à Oraku de détruire ses paramètres de test d'un seul coup, le déconcertant en sachant quel est le maître du jeu. Le chef réunit les anciens au sommet stellaire pour discuter de l'affaire. Ils décident d'organiser une nouvelle épreuve où ils examineront les candidats un par un et les élimineront en conséquence. Les anciens acceptent à l'unanimité et les 15 candidats sont conduits dans la salle d'examen. À leur arrivée, les candidats sont informés qu'ils seront examinés un par un. Ensuite, les anciens discuteront des résultats et seuls 3 d'entre eux seront choisis comme disciples à accueillir. Ne voulant pas qu'Oraku prenne la tête, Shushin s'avance et est évalué en premier, suivi d'Asho et ainsi de suite. Enfin, Oraku monte sur le podium et les anciens sont choqués, témoins de son potentiel sans précédent. Oraku est un esprit céleste rare, un esprit du vide même. Cependant, lorsque les résultats des tests sont connus, Shushin, Buno et Asho sont choisis comme disciples et conduisent Oraku vers la sortie. Les participants ne comprennent pas pourquoi Oraku n'a pas été choisi. Une représentante de l'inquiétude des anciens explique pourquoi Kai et Oraku n'ont pas été choisis. Elle explique que bien que Kai soit éligible pour le pic éthéré, il ne pourrait pas utiliser tout ce potentiel en tant que disciple et a donc été éliminé. Cependant, il recevra une lettre de recommandation pour être sélectionné dans la secte Mampo. Oraku explique que son esprit n'a aucune valeur, si ce n'est celle d'un objet de collection rare, car il n'existe aucune technique pour manipuler l'énergie céleste. Avec l'audace qui le caractérise, Oraku s'avance avec assurance, exigeant des avantages s'il doit être considéré comme un objet de collection rare, ce qui fait grimacer tout le monde. Mais la secte exige que l'on lui verse quelque chose en retour. Avec intelligence, Oraku finit par donner la pièce qu'il a économisée au village et se voit accorder tous les souhaits qu'il demande. Oraku demande à être pris comme disciple en héritage et se voit confier la responsabilité d'Abu elle-même en tant que professeur. Abu emmène Oraku au pic amorphe où elle réside. Il l'interroge et apprend qu'elle n'en est qu'au stade de la culture du Jindi et qu'elle se classe 5e parmi les anciens, ce qui est peu impressionnant. Ce soir-là, ils s'introduisent sans vergogne dans la cafétéria des disciples de la cour extérieure pour manger. Cependant, Oraku apprécie qu'elle soit à la hauteur de son énergie audacieuse. De retour à la maison, Abu pose une pile de tests devant lui et évalue qu'il est en effet un talentueux avec son esprit céleste. Lors de son premier cours, Abu lui dit qu'il doit devenir intense et brutal dans sa vie. Sinon, toute sa vitesse et sa force ne serviraient à rien. 2 ans passent et Oraku, sous la direction d'Abu, passe ses journées à prendre des bains médicinaux ordonnés par elle, à suivre des cours sur divers sujets avec d'autres disciples après sa course matinale. L'aîné Kan est très apprécié au sommet insouciant où se déroulent les cours, tandis que le cours de l'aîné Rukin est souvent déserté. En classe, l'aîné Kan explique le redoutable âge de Mapot qui a duré 200 ans, entraînant la disparition du monde de la culture, après quoi les élèves vont déjeuner à la cafétéria. Cependant, Oraku en a assez d'être le centre d'attention de la cafétéria des disciples de la cour extérieure et part essayer la cafétéria des disciples de la cour intérieure. Il se rend compte que la nourriture y est horrible et s'en détourne. Heureusement, il rencontre Rei qui lui offre des escalopes de porc. Pendant qu'ils sont assis ensemble, ils prennent des nouvelles d'Oraku et de sa culture. Il explique qu'il a prévu d'investir 10 ans pour atteindre le stade du voyage. Rei suggère qu'il devrait aussi s'intéresser aux arts martiaux et à la force du corps pour atteindre plus facilement son objectif et décide de lui enseigner quelques techniques. Elle l'emmène dans un endroit dégagé et lui apprend à rassembler Kai, puis à le canaliser. Oraku se réveille et trouve Abu ivre dans son lit. Il se réveille agacé et lui dit qu'il part s'entraîner. Il lui dit qu'il a trouvé un meilleur professeur qui lui a appris plus qu'elle en 2 ans. Rei est la première à le faire, Abu le défie de lui amener ce professeur et il pourra faire ce qu'il veut si elle perd. Oraku dit à Rei de venir et d'affronter Abu. Elle refuse jusqu'à ce qu'Oraku l'incite à raconter tous les propos insultants qu'Abu a tenus à son égard, ce qui la pousse à s'enflammer et à partir affronter Abu. Abu se réveille face à une Rei furieuse qui la défie en duel et perd le pari qu'elle a fait en état d'ébriété. Elle autoriserait à lui demander n'importe quoi. Oraku demande à Abu de lui enseigner de vraies techniques de culture, ce qui déçoit Abu, qui a l'impression qu'elle lui fait perdre son temps. En fait, Abu prend le temps de développer la force de son corps, en payant ses bains médicinaux quotidiens. Comme les bains sont bénéfiques pour le plaidoyer, ils doivent être renouvelés régulièrement, ce qui coûte beaucoup d'argent. Abu explique qu'elle le prépare à commencer sa technique des os amorphes,
qui nécessite l'étape du Jundi. Elle explique que le corps de Kai et d'Oraku a tendance à s'écouler facilement. C'est pourquoi, pour préserver le Kai, elle a donné la priorité à la musculation plutôt qu'à la culture. Après son bain, Abu parle à Oraku de sa technique des os amorphes. Sa technique est méprisée car c'est elle qui l'a formulée. Les méthodes auto-formulées sont moins appréciées que les techniques transmises, comme la technique chez stellaire. Cependant, les amorphic bonds peuvent changer avec le temps, ce qui permet à tout le monde de les adapter, d'en tirer profit et de les mettre à jour. Elle commence bientôt à entraîner Oraku. Bien qu'il se sente épuisé, Abu estime qu'il se débrouille bien. Oraku ne pourra arrêter la fuite de Kai qu'une fois qu'il aura atteint le 9e ou le 10e stade des os amorphes. Elle lui explique qu'il se sent ainsi parce que les techniques de haut niveau, les os amorphiques, écraseraient les techniques de bas niveau, comme les arts martiaux, lorsqu'elles seraient apprises. Oraku demande à Rei de devenir son professeur et de lui enseigner des arts martiaux qui ne peuvent pas être écrasés. Elle accepte à nouveau de lui enseigner en trouvant amusant d'enseigner à Oraku. Rei explique qu'elle lui aurait appris à manier l'épée. Cependant, c'est pour ceux qui ont atteint le stade de la fondation. Pour l'instant, elle lui enseigne donc une compétence d'agilité appelée pas d'enchevêtrement. Avec de l'entraînement, Oraku commence à exceller dans ce domaine. Rei lui présente même un partenaire d'entraînement et un ours. Ce soir-là, après s'être entraîné, Oraku retourne au pic amorphique pour trouver Abu sérieusement plongé dans un livre, L'essence de Junji. Abu explique à Oraku qu'il atteindra bientôt le 8e stade des os amorphes et qu'avec son aide, il devrait faire une percée. Cela signifie qu'il doit se procurer la baie sanguine qui se trouve au pic du nuage d'azur. Un endroit très réglementé, où même les chefs demandent la permission d'entrer. Mais le sentier du pic des nuages d'azur, qui permet aux disciples d'améliorer leur performance, est toujours un moyen pour lui d'y pénétrer. Oraku rejoint Gaku, un disciple expérimenté et responsable du sentier. Ce dernier a du mal à refuser un ancien disciple alors qu'il ne remplit pas les conditions d'admission. Il consulte l'aîné Yukon qui, étonnamment, l'autorise. À la demande d'Oraku, Rei lui fournit également une arme d'autodéfense pour son voyage, le Cloud Sword. Il s'agit d'un type d'épée très populaire dans l'Empire libre et qui a également été utilisé par Kai lors de la phase de test finale. En s'entraînant avec l'épée, il sera prêt à affronter la piste du nuage d'azur dans 7 jours. Les disciples se rassemblent à l'entrée du pic du nuage d'azur, y compris Aashu, Buno, Shushin et 3 disciples envoyés par l'aîné Kong, menés par Gaku et Kaku. Alors qu'ils entrent, Aashu réussit discrètement à faire entrer 3 créatures vertes qui se cachent rapidement lorsqu'ils atteignent leur destination. Gaku explique que le voyage durera 5 jours sous sa direction et celle de Kaku. Cependant, une fois de plus, Oraku, qui fait preuve d'audace, demande à être à l'avant. Les élèves avancent en sprintant à travers la forêt, laissant les disciples de niveau inférieur épuisés. Cependant, Gaku est surpris de voir qu'Oraku ne se laisse pas distancer. Gaku parvient à les faire accélérer en leur donnant comme motivation que s'ils atteignent l'objectif en un jour, ils seront libres de faire ce qu'ils veulent pendant les 2 jours suivants. Cela fonctionne et le groupe accélère. Les plus rapides se reposent et mangent. Gaku explique que pour récolter de la nourriture ici, il faut faire preuve d'intelligence et d'herboristerie, ce qu'ils ont dû apprendre en cours. Shushin s'avance en révélant qu'il a un A en herboristerie intermédiaire, mais il est éclipsé par Oraku qui apporte un tas de nourriture, annonçant qu'il a un A+ en herboristerie professionnelle. Alors qu'ils se réunissent pour manger et discuter, Kaku sent que quelque chose se rapproche de grâce à ses corps de nuages et alerte le groupe. Audacieux et confiant, Oraku s'avance avec son épée de nuage et se retrouve face à un renard corbeau. Oraku s'approche du renard et se rend compte qu'il s'agit d'un renard lunaire. Une minuscule créature dont les yeux rouges lui donnent l'air féroce alors que sa seule motivation est de jouer avec les humains. Le groupe continue son voyage à travers la forêt. Lorsqu'il s'arrête, Oraku décide d'utiliser les créatures vertes pour effrayer le groupe et jouer les héros. Les créatures émergent et Oraku, jouant le héros, s'avance. Cependant, les créatures disparaissent et Oraku se retrouve face à 8 monstres géants. Gaku prend immédiatement le contrôle et ordonne à Kaku d'évacuer. En même temps, il retient les singes, mais alors que le groupe court, il est confronté à un autre monstre. Une maison lunaire se dresse devant eux. À la surprise de Kaku, Oraku défie l'aide lunaire qui libère l'enfer et le découpe en morceaux. Il demande ensuite à l'enfer lunaire d'abattre les singes. Les monstres vaincus, mais Gaku blessé, ils décident d'appeler à l'aide. Oraku leur demande d'invoquer un ancien pour les aider. Le groupe invoque Abu, qui descend et renvoie le groupe en prétextant qu'Oraku et elle resteront sur place pour enquêter sur l'affaire. Libre de faire ce qu'elle veut, elle pille le pic du nuage d'azur avec Oraku pour y trouver des objets de valeur. En apprenant ce qu'Abu a fait au pic du nuage d'azur, les anciens sont mécontents. En particulier Ryukon, qui a dû s'occuper du pic des nuages d'azur pendant l'absence du 7e ancien. Cependant, le 7e ancien n'y voit pas d'inconvénient et Abu disparaît en donnant une lettre d'excuse indiquant qu'elle a été réprimandée pour ses péchés, ce qui n'est qu'un leurre. Cependant, elle laisse derrière elle un guide détaillé sur la façon de procéder avec ses os amorphes en son absence. Une fois guéri, Gaku rejoint le groupe pour remercier Oraku de les avoir protégés lors du procès. Cependant, Uno reste en arrière lorsqu'ils partent,
demandant à Horaku de l'entraîner aux arts du sabre. Horaku pose comme condition qu'il lui obéisse, Bunno accepte et il commence à s'entraîner. Pendant l'entraînement, Horaku incite Bunno à devenir viol, lui faisant porter un coup puissant qui l'engourdit. Horaku avait volontairement pris le coup car Abu avait mentionné dans le guide que pour passer à l'étape suivante, il fallait prendre un coup mortel. Horaku peut enfin faire fonctionner les os amorphes. S'entraîner avec Bunno permet à Horaku de se renforcer. Maintenant, il a besoin de voir les progrès de sa culture. Au milieu de la nuit, il est avec Rei et l'aide à faire de l'observation intérieure, une méthode pour vérifier les progrès de sa culture. Horaku ferme les yeux pendant que Rei envoie Kai, qu'il fait circuler et qui lui permet de voir plusieurs chemins. Rei lui explique qu'une fois qu'il aura progressé, il pourra voir plus loin. La prochaine fois qu'il se présente à Rei, il a les bras cassés à cause de ses pratiques mortelles avec Bunno. Il tente à nouveau l'observation intérieure. Cette fois, il voit de multiples piliers, dont certains scintillent d'une lumière dorée. Rei lui explique que les piliers sont ses os et que les scintillements sont ses progrès. Cependant, il n'y a que 4 ou 5 os qui scintillent. En progressant, il pourra synchroniser les scintillements. Pour progresser, Horaku emmène Bunno le Rei pour un repas savoureux, différent de celui qu'il consomme à la cafétéria du noyau externe juste parce qu'il aime le cuisinier. Il leur propose de retourner tous les 3 au pic du nuage d'azur. Il a besoin que Rei prenne soin de lui car son corps va subir un immense changement. Il décide de partir dans une semaine, et pendant les 5 jours qui suivent, Horaku reste chez Rei pour se préparer à la percée. Rei lui tente à nouveau l'observation intérieure. Cette fois, il est capable d'aligner les scintillements des 200 os de son corps et suppose qu'en faisant cela, un nouvel os rayonnant et puissant émerge. Il subit une immense douleur alors que le nouvel os tente de prendre le contrôle de son corps. Il hurle de douleur, mais Rei l'interrompt rapidement et le fait sortir de sa transe. Horaku choralise avec un disciple pour entrer dans l'Azur Cloud Peak et le gagne en le montrant aux Elders, le silence qu'Abu avait laissé derrière lui. Les 3 se rassemblent à l'entrée du pic du nuage d'azur. Là, il demande le nom complet de Rei pour le formulaire d'autorisation et elle répond qu'il s'agit seulement de Rei. Ailleurs, les aînés se lèvent pour accueillir le 7e aîné à son retour. L'aîné vieux lui rend le pic du nuage d'azur, mais il s'aperçoit que quelqu'un y est entré. En voyant Horaku et Rei faire des ravages, le chef est déconcerté. Au pic des nuages d'azur, le groupe tombe sur le serpent doré de Carmine qui attaque Rei, mais celle-ci saute en arrière, le tuant. Bunno, se demandant comment elle s'en sort, spécule que les rumeurs concernant sa parenté avec le chef des anciens sont vraies. Rei confirme, au grand étonnement d'Horaku et de Bunno, qu'elle est bien la fille du chef. Il y a longtemps, un renard de Ninotei s'est manifesté. Pour le supprimer, le chef a dû lancer le sort divin universel en sacrifiant sa propre fille, Rei, dans laquelle il a emprisonné l'âme du monstre. Alors qu'ils discutent, Horaku est convoqué d'urgence à la salle rose. Horaku y rencontre le 7e ancien, Gokinkei. Il est étonné de voir qu'il s'agit d'un ancien noir, qui parle beaucoup d'Abu, déclarant que tout disciple d'Abu est son disciple. Plus tard, il propose à Horaku de l'aider à passer au stade suivant des os morphiques, puisqu'Adwip n'a pas laissé d'autres guides à ce stade, et lui donne une pilule. Horaku demande pourquoi Gokinkei est si enthousiaste à l'idée de l'aider. Gokinkei explique qu'Abu lui a demandé de l'aider. Il explique également qu'il a été esclave. En arrivant à l'insecte du râteau, Abu a cru en son potentiel et l'a autorisé à cultiver, ce qui fait de lui l'un des anciens d'aujourd'hui. Dès lors, toute demande d'Abu lui est chère. À la cafétéria des disciples extérieurs, le cuisinier apprend à Horaku qu'Abu a eu un problème avec la secte de Seku et qu'il est interrogé. Cependant, elle lui dit de ne pas sous-estimer son professeur. Les disciples se rassemblent autour de la salle, mais Horaku considère que tout cela n'est que le résultat de l'insouciance de son professeur. Il rencontre Abu qui lui explique qu'elle a rencontré une secte appelée Tuzan Spirit qui utilise la tactique de l'essence et du sang bouillant pour se cultiver. Une technique qui réduit l'espérance de vie. Amu déteste cette méthode car elle rend la culture indigne de ses véritables moyens. Elle y adoube quelques disciples qui sèment le trouble. Horaku, lui, la prend toujours à la légère et comme une tête de linotte. Cependant, Rei, inconscient, avait écouté la conversation et lui a conseillé de ne pas la sous-estimer. Les os amorphes qu'elle lui a enseignés sont une véritable affaire et elle a elle-même traversé des turbulences sans précédent pour arriver là où elle est. À la salle, Abu arrive pour s'occuper elle-même de l'affaire. Membre de la secte Seku, Shiu demande aux anciens de demander des comptes à Abu. Il insulte Gokinkei parce qu'il est noir et donc inférieur, et accuse les anciens de protéger Abu. Sacré, il craint d'être emprisonné à vie et d'être tenu responsable d'avoir terni la réputation de la secte Seku s'il révèle la façon dont il a trompé les gens en leur faisant adopter la méthode de culture épuisante. Cependant, bien que les anciens n'apprécient pas Abu et sa personnalité, ils s'unissent pour la défendre. Tous croient que la déclaration d'Abu est vraie et qu'elle ne mentira pas. À ce stade, Abu décide de s'occuper elle-même de l'affaire. Remerciant les anciens d'avoir cru en elle, elle se tourne vers Shiu. Le confrontant, bien que Shiu soit au stade naissant, elle le défie en duel. Le chef transforme l'espace en arène et les disciples se rassemblent pour assister au duel.
Orcu, insouciante et détendue, place les paris pour le duel en bas tandis qu'Abu surveille la cause de Shiou et son épée, un prix de grande valeur. Elle exige que si elle gagne, Shiou reprenne ses prétentions et remette ses objets de valeur. Le duel commence avec un Shiou très confiant. Il transforme l'arène en un terrain rocailleux propice à son action et attaque Abu avec un puissant sortilège qu'Abu arrête facilement d'un simple toucher. Au fur et à mesure que le duel avance, Shiou se rend compte qu'Abu est bien plus sage. Elle lui explique que même s'il a réussi à atteindre le stade, il l'a abordé avec la technique du voile de sang. Une technique qui n'est d'aucune utilité puisqu'elle n'a pas d'intérieur, ce qui le rend plus faible que quelqu'un qui est déjà au stade Jindi. L'essence de la culture est de s'efforcer d'atteindre la percée à venir. Contrairement à lui, elle a atteint ce stade à force de travail. Shiou accepte la défaite, remet ses objets de valeur et s'en va. À son retour, il est accueilli par Koshu, qui le domine et le transforme en âne pour être revenu avec une défaite. Lorsque Koshu se retire pour la soirée, il s'assied pour étudier l'insecte du râteau. Cependant, il est surpris de constater qu'il existe peu d'informations à leur sujet, ce qui attise sa curiosité. Koshu charge 2 hommes d'infiltrer l'insecte râteau pour recueillir davantage d'informations et envoie un colis contenant l'épée volante au chef des anciens. À la réception du colis, il trouve 2 hamburgers d'âne à l'intérieur et apprend qu'il s'agit de ceux fabriqués à partir de Shiou. Le chef appelle l'ancien requin et lui explique qu'il faut prendre les choses au sérieux et commencer à examiner la région de Seke. Il décide d'envoyer des disciples dans les 9 régions. Pendant ce temps, les 2 hommes désignés cherchent des ennuis et tombent sur Oriku, qui va à la rencontre de quelqu'un. Comprenant qu'il s'agit d'un disciple de l'héritage, ils le suivent mais sont rattrapés par lui et vaincus. Oriku rencontre alors celui qu'il est venu chercher, son vieil ami Kai. Les 2 hommes retournent informer Koshu de l'existence du disciple héréditaire et sont renvoyés pour continuer à recueillir des informations. Au pic morphique, Oriku soudoie Abu pour qu'il lui parle de sa relation avec Gouken Kai. En réponse, elle lui envoie un grand coup sur le front. Cependant, cela n'a aucun effet, et elle se rend compte qu'il a déjà atteint le stade de la nuit. Oriku l'informe que Gouken Kai l'a aidé à progresser et lui demande de lui apprendre une épée morphique. Oriku choisit d'apprendre l'épée morphique par la sagesse et Omu commence bientôt à lui faire mémoriser des ensembles de techniques d'épée. Une fois qu'il a appris toutes les techniques, elle lui confie sa prochaine tâche. Il doit créer son propre style, puisque chacun a dû avoir sa propre façon de se battre. Perplexe, il s'assoit à la cafétéria des disciples de la cour extérieure, où le cuisinier lui demande s'il va bien. Oriku lui explique la tâche qui lui a été confiée. Elle lui dit que la sagesse est différente de l'intellect et que c'est ainsi qu'il doit l'aborder. Oriku se rend compte que la cuisinière n'est pas une personne ordinaire mais une combattante habile et lui demande de lui enseigner. En s'entraînant avec elle pendant plusieurs jours, il réussit à prendre le dessus. Plus tard, la foule des disciples se rassemble tandis que les anciens expliquent leur décision d'envoyer des disciples dans les 9 états, d'acquérir de l'expérience et de rendre leur rapport. À la maison, Omu explique que c'est l'occasion pour Oriku de rompre les liens affectifs avec le monde ordinaire, car le monde d'un cultivateur est très différent de celui d'un roturier. Les cultivateurs vivent longtemps en voyant leurs proches passer et mourir. Pour son voyage, elle lui donne la cause et l'épée. Cependant, notre équipe est simplement heureuse de pouvoir rentrer chez elle. Les disciples commencent à partir pour les États-Unis, à la fois dans l'excitation et la confusion. De nouveau réunis avec Kai, notre équipage reprend le chemin de la maison, de la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.